tous, bienvenue pour ce nouveau live avec Mathieu Lassagne. Donc moi je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de la société Autrement, spécialisée dans le coaching collectif et l'accompagnement, et IR qui est l'école Un autre regard, qui accompagne tous ceux qui ont envie de porter un autre regard sur le monde, à améliorer leurs relations et accompagner les transformations écologiques. Voilà. Mathieu, tu te présentes? Et pour ma part, donc Mathieu Hassagne, coach professionnel spécialisé pour résumer sur le haut potentiel intellectuel, avec comment dire, toutes les nuances que l'on trouve autour du haut potentiel, comme la pensée atypique, intuitive et multipotentialiste, on va en parler ensemble. Et j'ai le plaisir d'être responsable pédagogique pour la partie HPI de l'école. Et pourquoi je fais partie de l'école de Nathalie? Parce qu'elle propose en France, dans le milieu du coaching, une révolution pédagogique, une manière profondément différente d'interagir avec les stagiaires qui, moi, m'a parlé, me semble d'emblée spécialisée sur le haut potentiel et la multipotentialité. Et je publie régulièrement, notamment des articles sur les multipotentialistes que vous avez peut-être lus si vous suivez mes newsletters. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a certains éléments sur lesquels on va revenir que j'ai déjà écrit, qu'on a déjà écrit ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse ajouter des choses en plus ici. Merci déjà à tous ceux qui mettent des petits messages de bonjour dans les commentaires. Peut-être une précision, puisque tu as parlé de la pédagogie. Je pense qu'en termes de pédagogie, moi, ce qui me paraît le plus essentiel, c'est l'approche C3 que nous avons tout au long des programmes que nous proposons. C'est-à-dire le corps d'abord. On fait expérimenter, mais c'est aussi comme ça que j'accompagne les changements chez mes clients. Ensuite, le cœur, on regarde quelle émotion, qu'est-ce qui vient se jouer. Et souvent, émotion, c'est mettre en mouvement. Donc, c'est un point essentiel. Et enfin, cognitif, on se pose des questions, on prend un pas de recul. Mais ça me semble effectivement important pour les multipotentialistes d'avoir une autre approche avec une autre intensité. Alors, on a prévu plusieurs questions d'échange, mais aussi posez vos questions, nous y répondrons en live. J'ai une première question pour toi, Mathieu, qui est un spécialiste de la douance, notamment avec ta société Coaching et Douance. Qu'est-ce que la multipotentialité? Alors, il faut savoir que la multipotentialité, ce n'est pas le haut potentiel, c'est deux choses bien différentes. Et il n'y a pas de réalité scientifique de la multipotentialité, tout simplement parce que c'est des personnes qui relient tout, qui ont ce besoin de diversité, et c'est très complexe à qualifier scientifiquement et à faire des études là-dessus, comme on peut l'imaginer. Donc pour moi, je le perçois plus comme un mouvement sociétal, une demande profonde de changement de méthode de travail, dans la manière de travailler ensemble et dans la manière de faire société ensemble. Donc c'est plus un sentiment de communauté, la multipotentialité. Je pose l'hypothèse prudemment qu'il y a quand même une réalité neurologique de la multipotentialité, c'est ce que je ressens en séance. Mais après, encore une fois, faisons attention, ce n'est pas validé scientifiquement. Et avec l'expérience biaisée qui est la nôtre, donc on est conscient qu'on n'accompagne pas tous les hauts potentiels, j'ai peu de clients qui ne sont pas multipotentialistes en réalité, en plus d'être hauts potentiels, d'où l'intervention sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que la multipotentialité? C'est, pour résumer, le grand besoin de diversité, notamment dans les missions qu'on va faire au niveau professionnel, un sentiment d'être profondément multiple au niveau identitaire. C'est-à-dire que parfois, les gens sur le continuum de la multipotentialité, les gens qui sont le plus loin sur ce continuum de la multipotentialité, vont se sentir appartenir à toutes les classes sociales. Ils vont pouvoir parler avec tout le monde. Ils vont, certains, avoir toutes les opinions. Ils ne peuvent pas imaginer avoir une opinion et pas une autre parce qu'ils vont se dire, si j'étais né avec une éducation différente, j'aurais une autre opinion. En quoi ça fait sens d'avoir une opinion et pas une autre, par exemple? Pareil pour les chemins de vie. Ils vont vouloir explorer énormément de choses parce qu'ils vont, par exemple, quelqu'un qui est DSI, il va pas pouvoir s'empêcher de relier l'informatique aux enjeux géopolitiques actuels, à l'humain à l'intérieur d'organisations, aux enjeux systémiques, au coaching. Pour lui, ça va juste pas faire sens d'aller que sur un domaine et pas sur ce qu'il y a autour. Hmm. Et c'est souvent des personnes qui créent à l'intersection de plusieurs domaines. On va avoir, par exemple, je dis un exemple inventé mais représentatif, un astrophysicien qui est en même temps DSI. Il va trouver l'intersection entre ce qu'il fait en astrophysique et en informatique et développer des approches complètement révolutionnaires, en fait. Et donc, c'est des talents dont les entreprises ont vraiment besoin aujourd'hui. Et on va en parler ensemble. On peut se croire multipotentialiste alors qu'on est juste procrastinant et se mettre l'étiquette de multipotentialité pour se rassurer.
C'est pour ça que je tiens beaucoup à préciser que c'est tout ce qu'on dit avec Nathalie sur ces grilles de lecture que sont le haut potentiel et la multipotentialité, ça ne doit pas empêcher d'aller voir un thérapeute si on a un sentiment de décalage, si on ne se sent pas bien. Et après, seulement, on va utiliser ces grilles de lecture pour s'inspirer. Et là, quelque part, je parle de la différence entre le coaching, où l'intention c'est de s'inspirer, et la thérapie, où l'intention c'est de se soigner. Mais ça, on pourra faire des capsules à part entière là-dessus ensemble. Donc, immense besoin de diversité, de variété, se sentir profondément multiple à l'intérieur, cette capacité à être résilient, à apprendre toujours de nouvelles choses et à créer à l'intersection de plusieurs domaines. Et ça peut créer un sentiment de décalage parce que c'est une intelligence qui est peu reconnue encore aujourd'hui alors que les entreprises en ont besoin. Donc Nathalie, justement, j'avais une question. Alors avant, Mathieu, merci à Théo qui a posé une première question, donc je propose de te la poser. Quelle différence avec le marginal séquent? Alors la posture de Il parle marginal. de Crozier et Friedberg, donc je ne sais pas si... Moi, j'ai pas cette référence, Théo, merci de nous ouvrir d'autres champs. Est-ce que Ouais. toi, ça te parle, le marginal séquent? Oui, je l'ai vu quand je me suis formé chez Martin Voll à la supervision. Et il y a eu D'accord. une capsule absolument passionnante là-dessus. Hmm. Pour ma part, alors attention, j'ai une vision de la multipotentialité, une autre personne aura une autre vision de la multipotentialité, parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très variable. Dans la vision que j'ai, le marginal séquent, c'est une partie de la multipotentialité, il va être à l'intersection de plusieurs domaines. Mhm. J'ajouterai à cette posture de marginal séquent, pour la multipotentialité, se sentir vraiment profondément multiple à l'intérieur. Ce n'est pas seulement la posture du marginal séquent, du coach, qui est quelque part à l'intérieur de l'organisation parce qu'il intervient, et en même temps à l'extérieur et qui va utiliser cette posture au bénéfice de ses clients. Là, c'est encore une fois, on pourra faire une capsule passionnante là-dessus. C'est pas seulement ça, c'est vraiment à l'intérieur, même parfois jusqu'au niveau du genre, dans la manière de vivre avec les autres. C'est souvent se sentir appartenir à tout et à rien en même temps. Et c'est des personnes qui vont parfois dire en coaching, je ne sais pas vers où aller parce que tout me passionne, parce qu'au fond, tout est mathématique, tout est lien, finalement, entre DSI, consultant, coach, c'est que relier des choses entre elles. Quand on interagit avec un client, on va l'amener à relier des choses à créer. Quand on est finalement DSI, c'est exactement la même chose qui s'applique, c'est simplement dans un domaine différent. Et donc, comment choisir une voie qui fait sens? Et il y a une profonde perte de sens chez le multipotentialiste souvent, à aller dans une voie et pas dans une autre. Et ça, on va en parler ensemble justement. On va parler ensemble de comment vivre de sa multipotentialité et comment on peut trouver le sens en tant que multipotentialiste. D'accord. Donc Nathalie, j'avais une question pour toi. Oui. Les défis que tu perçois, toi, chez les multipotentialistes que tu as en coaching notamment ou par ailleurs? Alors effectivement, pour les multipotentialistes que j'accompagne, il y a souvent un défi de faire le choix. Parce que quand on aime passionnément plusieurs domaines, il y a la question du pourquoi choisir cette voie plutôt qu'une autre. Donc, j'accompagne souvent des gens à explorer les chemins et à voir lesquels sont prioritaires ou lesquels sont les plus motivants ou les plus ressourçants. Donc, il y a cette question des multiples chemins pour moi et peut-être la question de relier les chemins. C'est-à-dire que je suis ingénieure informatique et en même temps artiste et comment je peux exprimer les 2 ou trouver un équilibre pour que le côté artistique chez moi puisse s'exprimer et en même temps, je peux aimer j'ai même, quelqu'un qui m'a dit qu'il trouvait ça beau, les algorithmes ou, les codes. Il y a des codes qui sont beaux et il y a des codes qui sont pas beaux. Ouais, c'était une découverte pour moi. J'avoue que je c'est pas mon domaine et donc pour moi, c'est plutôt quand on a tant de chemin face à soi, tant d'envies, tant de potentiels qui peuvent s'exprimer, comment on fait au quotidien? Et il y a aussi la pression sociale, parce que, souvent quand tu as un parcours ou un CV où il y a, un côté où, tu as fait des choses, ingénieur et puis après tu as fait des choses plus artistiques, tu as l'air pas cohérent vis-à-vis des autres. Donc c'est aussi plutôt par rapport au regard des autres et au parcours, ou aux choix qu'on fait et comment je m'autorise à avoir eu plusieurs métiers, à en faire plusieurs en parallèle. Là on rejoint aussi, les slasheurs, qui séquencent ou qui changent, d'emploi régulièrement pour la stimulation ou qui, en parallèle, en ont plusieurs. Donc c'est aussi comment, j'ai l'air crédible aux yeux d'une société qui est linéaire face à, ma diversité et comment je culpabilise pas, finalement, de faire autant de projets en même temps. Parce que souvent, malheureusement, il y a une forme de culpabilité. Mais si tu fais tout, c'est que tu fais mal ou c'est pas vrai, ou tu es un peu, affabulateur.
Donc pour moi, il y a un côté, oser reconnaître qu'on aime ça, oser reconnaître qu'on a besoin de beaucoup de stimulation et trouver la bonne dose aussi. Pour moi, dans l'autre sujet, qui peut porter préjudice, c'est quand on en fait trop. J'ai des multipotentialistes aussi qui dorment pas la nuit parce qu'ils ont, un travail la journée, une passion, puis une autre passion et puis qui passent une partie de la nuit à travailler, à rêver, à créer et donc du coup, c'est aussi comment on se préserve ou comment on trouve, son écologie personnelle avec ses multiples passions. Voilà ce que je dirais sur les défis, des personnes que j'accompagne actuellement. Et toi, Mathieu, les défis que tu rencontres dans les multipotentialistes que tu accompagnes? Un défi, je parlerai, intuitivement de 2 défis au niveau du sens pour commencer. C'est déjà comprendre qu'au niveau symbolique, le haut potentiel, j'allais dire le haut potentiel, c'est intéressant parce qu'il y a des ça peut se ressembler, hein, sur certains enjeux. Les multipotentialistes remettent en question les récits collectifs parce que finalement, au fond du fond, ça symbolise quoi être multipotentialiste? C'est montrer que tous ces noms de postes, toutes ces étiquettes, c'est pour protéger des égos, c'est pour protéger des milieux, ça n'a aucune, comment dire, performance derrière. Et la personne qui fait tout en même temps, elle va trop montrer aux autres que finalement, au fond, tout est mathématique et que l'on soit dans le coaching, dans le conseil, dans l'informatique. Alors bien sûr, il faut avoir des connaissances, mais normalement, une entreprise avec un knowledge management de qualité, on y arrive en tant que multipotentialiste avec ses capacités, on peut faire un grand nombre de choses, sauf certains métiers, bien sûr. Donc c'est ça qui dérange chez le multipotentialiste et qui le fait parfois se sentir décalé. Et un enjeu, c'est de se rendre compte que trouble psy éventuel mis à part, évidemment, c'est tout à fait normal d'être multipotentialiste et c'est profondément aligné avec les besoins du monde des affaires. Alors quand je dis monde des affaires, en France, on est quasi étatisé, d'après ma perception. Donc je parle du vrai monde des affaires où il y a une vraie compétition entre les organisations, où les organisations sont vraiment, ont comme objectif d'augmenter leur intelligence en interne. C'est aussi la question de trouver le juste lieu, le juste contexte en tant que multipotentialiste. Dans un contexte de capitalisme, de connivence un peu à la française, où c'est plus le réseau, l'appartenance à des réseaux qui sont valorisés, forcément, en tant que multipotentialiste, vous allez sortir des cases et ne pas être reconnu à votre juste valeur et vous dire que vous êtes pathologique, que vous avez quelque chose qui n'allait pas. Et puis, ça va créer un cercle vicieux du manque de confiance. Et c'est là où il peut être intéressant parfois de changer de contexte pour découvrir qu'il y a des milieux où la multipotentialité est recherchée, même si ce n'est pas dit comme ça, même s'il n'y a pas de confiance en interne dans les entreprises pour parler de la multipotentialité, il y a des entreprises où implicitement, c'est beaucoup plus recherché. Justement, Je je trouve reviens. ça très intéressant puisqu'il y a Théo qui complète et qui nous donne un autre éclairage avec, le livre de Crozier et de Friedberg. Il dit que le marginal séquent est un acteur qui fait partie de plusieurs systèmes d'action en relation les uns avec les autres et qui peut, de ce fait, jouer un rôle indispensable d'intermédiaire et d'interprète entre des logiques d'action différentes, voire contradictoires. Et je trouve que, cet éclairage, merci beaucoup, Ouais, heu passionnant. dans un monde qui change très vite, où, il y a des interpénétrations entre les domaines, il y a aussi besoin de se réinventer face aux enjeux planétaires et aux défis climatiques et aux défis sociaux et économiques de ce monde. Il va y avoir besoin de plus en plus de gens qui sont capables, de croiser les domaines, de faire les interprètes. J'aime cette notion d'interprète finalement et quand on est sur plusieurs domaines, on a plus facilement accès aux intersections ou à créer des choses entre les sections si elles n'existent pas et c'est assez passionnant. Et en France, malheureusement, comme on est dans des cultures très analytiques, il va y avoir le jugement qui consiste à dire finalement c'est du vent, la multipotentialité, c'est des gens spécialistes à rien. On préfère le spécialiste du nucléaire, le spécialiste de l'informatique, etc. Et c'est vraiment, encore une fois, mais ça vient du fond de l'histoire en France, en fait. C'est encore une fois manquer des talents qui sont vraiment aussi essentiels que les experts, parce qu'ils vont avoir cette capacité de marginal séquent, justement, d'avoir un regard différent sur les choses et de pointer des incohérences, de pointer notamment des enjeux à venir, des crises à venir, que personne ne veut voir parmi les experts. Donc il y a vraiment cette complémentarité entre l'expert et le multipotentialiste, chacun ayant son rôle à jouer. Mmh. Je vais revenir aussi sur une question du sens aussi qui se pose souvent. C'est certains multipotentialistes, quand ils sont en faux self, le faux self, c'est je m'adapte pour être aimé. C'est ça, pour résumer, le faux self. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'on peut en parler des heures, et ça vient souvent de l'enfance. Beaucoup de multipotentialistes croient que le sens,
c'est une chose à trouver. C'est comme un trésor qui serait quelque part dans l'univers et avec son vaisseau spatial, on voyagerait aux confins de l'univers pour trouver enfin ce sens. Et beaucoup ignorent que cette vision-là, c'est le faux self, que le sens se trouve en commençant par agir, et j'insiste énormément là-dessus. Parfois, il y a un manque de sens total, quelle que soit l'action qui vient, et ça crée la procrastination. Il convient de comprendre qu'il faut agir d'abord pour laisser venir le sens après. Ça, c'est un élément absolument fondamental. Si vous retenez que ça de notre échange, c'est déjà beaucoup. S'autoriser à agir, à tester quelque chose, et après, le sens vient. Et le sens, il vient naturellement en étant soi-même. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, d'avoir une mission de vie. On a beaucoup dans les écoles de coaching, il faut avoir la petite phrase qui décrit la mission de vie. Ça ne convient pas du tout aux multipotentialistes. C'est s'étendre dans toutes les directions qui fait sens, repousser les frontières de la connaissance, dépasser ces obscurantismes internes. Et le sens, il vient de lui-même et il n'y a même plus la question du sens qui se pose. Et pour ça, souvent, il va s'agir de trouver dans toute cette diversité de missions qui vous passionnent ou de domaines qui vous passionnent, un point commun et pouvoir parfois faire un seul métier qui symbolise tous les autres à un niveau symbolique. Par exemple, moi-même, je me sens multipotentialiste. En étant coach, je fais à la fois de l'informatique, je fais à la fois même des mathématiques, parce que c'est très mathématique, les émotions des gens, au fond. Je fais tout en même temps dans un seul métier. Donc, il y a cette possibilité, en voyant les choses profondément différemment, de tout faire dans un métier qui va aller symboliser tout le reste. Alors, c'est intéressant parce que pour moi, ça éveille la créativité. C'est-à-dire que cette capacité à sortir du cadre imposé de l'expert en informatique ou que sais-je d'ailleurs. Moi, du coup, j'ai fait un doctorat en écologie. Donc, au départ, je suis expert dans le domaine du climat, de l'énergie et tout ça. Et en fait, finalement, je me suis formée au coaching. Donc, pour moi, là, c'est un volet plus de la transformation, de l'accompagnement humain, mais aussi des neurosciences. Et aussi en hypnose. J'ai été photographe, je sculpte et j'utilise tout ça. C'est-à-dire que je fais, par exemple, des ateliers de photo-coaching. Les gens qui ont un problème de rapport à leur image, j'utilise la photo dans les accompagnements et je sculpte des pierres. Et là, récemment, une de mes clientes, je lui ai proposé de sculpter, d'apprendre à sculpter pendant une séance de coaching. Et je trouve que c'est mêler le tout qui est intéressant. Parce que si c'est juste ou si ça amène autre chose, en fait. Et c'est oser sa multipotentialité, oser expérimenter, oser et c'est peut-être ça la question que j'ai envie de te poser après finalement, c'est que je pense que plein de gens sont multipotentialistes, mais osent pas forcément sortir du cadre, du métier, du diplôme qu'ils ont reçu. Donc comment, tu proposes de transformer la multipotentialité en multiples résultats? Là, ce qui me vient tout de suite, une option à prendre ou à laisser, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler de tout, c'est vraiment absolument de sortir d'une vision française du travail où il faut avoir un poste qui rassure tout l'entourage. C'est aussi remettre l'entourage face à ses responsabilités, hein, sortir de la dépendance affective et donc s'autoriser à aller tester différents métiers et surtout mettre de la fluidité dans tout ça, c'est-à-dire ça va parfois pas convenir de passer des entretiens pour être salarié et de faire même 2 ans dans une organisation, c'est beaucoup trop long. C'est souvent se mettre consultant en stratégie, par exemple, parce que c'est un poste qui peut embrasser beaucoup de choses et puis laisser venir les missions qui sont justes, et puis avoir un chiffre d'affaires du coup qui peut augmenter très vite ou ne pas augmenter du tout, mais au moins le résultat, vous l'avez très rapidement et vous voyez si ça fait mouche ou pas, vous pouvez tenter autre chose. Souvent, les métiers d'indépendants, il faut avouer que ça peut très bien convenir à des multipotentialistes, même s'il y a des métiers dans des grands groupes de salariés, à partir du moment où on est connecté à tout, qui peuvent très bien convenir aussi. Mais souvent, c'est intéressant de réfléchir aux métiers d'indépendants. Isabelle fait un commentaire en disant qu'un multipotentiel en organisation, qui fait le lien avec plusieurs domaines ou plusieurs services, peut se retrouver avec plusieurs fonctions de travail d'expert, de conseil, de direction et cela peut être, je pense qu'elle veut dire, confrontant, pour l'équipe ou pour les ressources humaines. Est-ce que tu veux réagir à cette remarque, d'Isabelle? Oui, alors ce qui me vient, c'est qu'il est extrêmement important de donner un cadre flexible, mais un cadre tout de même à ce salarié multipotentialiste, pour ne pas qu'il tombe dans le surtravail et qu'il soit payé à faire 4 jobs en même temps. Parce que c'est constructif, c'est une emprise implicite, c'est-à-dire on laisse au salarié prendre emprise, même si ce n'est pas ce qu'il souhaite, hein. On va être dépendant de lui, donc s'il part, c'est un peu la catastrophe. Et lui-même n'est pas assez payé
par rapport à ce qu'il fait et dans le surtravail. Donc, on a du moins-moins pour tout le monde. En fait, c'est tout simplement ce qui s'appelle le triangle dramatique victime, sauveur, persécuteur qui se joue quand il y a une absence de cadre. D'où le fait de former les DRH à la multipotentialité pour donner un cadre flexible, mais un cadre quand même, un cadre adapté à cette manière de fonctionner pour que la personne puisse avoir un poste relativement multiple, mais à la fois bien cadré en quelque sorte, pour ne pas tomber dans le surtravail. C'est ça l'intention. Pour moi, il n'y a pas que l'enjeu du surtravail, il y a l'enjeu de la personne qui, en entreprise, comme elle touche un peu à tout, elle essaie de croiser, elle se retrouve à avoir des remarques ou un peu d'agressivité des autres qui ont l'impression que cette personne marche sur leur plate-bande, en fait, puisqu'elle va toucher à tous les domaines, mêler son grain de sel ici, proposer une idée là, et elle n'est pas experte de notre domaine, donc qu'est-ce qu'elle vient faire là? Donc pour moi, j'ai aussi des HP Bien qui, sûr. en voulant bien faire, en voulant justement utiliser ce potentiel à croiser les idées, à voir les dysfonctionnements de façon systémique dans une organisation, vont se retrouver en position délicate parce qu'en interne, ne sont pas reconnus comme étant avec cette agilité de transversalité ou de regard plus global sur la structure, quoi. Donc ça peut être gênant pour moi. Et là, ça amène à une réflexion super intéressante. Ce que tu nous apportes, c'est qu'il y a peut-être des postes de coach systémique à créer en interne, dont le rôle serait justement d'observer, de sentir ce qui se joue et de faire des remarques. Parce qu'à partir du moment, c'est comme quand on signe un contrat de coaching avec un client, à partir du moment où le cadre est posé, c'est beaucoup plus OK. Bah, c'est là où on a une petite divergence, Mathieu, mais c'est intéressant qu'on en parle. C'est que moi, je pense qu'en tant que coach interne, on n'est pas reconnu parce qu'on est à l'intérieur du système et que c'est tout l'intérêt d'être coach externe pour une Oui. organisation. Parce que moi, quand je dis, euh, il n'y aurait pas un petit problème de communication là, entre les services, ben, comme je suis extérieure, tout le monde, enfin, c'est comme si ce que je dis est acceptable, alors que je suis sûre que quelqu'un interne l'a peut-être sûrement déjà dit, mais c'est pas entendu. Donc du coup, les éléments qui viennent de l'extérieur ne sont pas perçus de la même manière. Donc surtout quand on fait la systémique, je trouve que c'est plus facile d'être extérieur au système que d'être en interne. Alors, je suis entièrement aligné avec toi, et c'est pour ça que ça pose la question, peut-être, ça reboucle avec se poser la question de l'activité d'indépendant. Quand on est multipotentialiste, c'est s'autoriser à prendre la juste place. Parce que quelque part, ça peut être sécurisant de toujours être un petit peu à côté de soi, parce qu'on se dit qu'on ne se met pas trop de pression, puisqu'on sait qu'on va échouer inconsciemment. C'est-à-dire que les gens vont aller à un poste, faire toujours un petit peu à côté de ce poste, parce que ça relâche la pression. Ça dévie un petit peu de la mission. Et ça peut être intéressant de se faire confiance, c'est tout un travail, et de se dire, OK, dans quoi je suis vraiment le meilleur? OK, c'est relier c'est faire de la systémique. Alors, je deviens coach systémique extérieur, comme tu dis, Nathalie, et je fais signer des contrats qui disent clairement exactement ce que je vais faire, et ça recrée une congruence entre ce dans quoi je suis le meilleur, ce que j'aime faire et ce que je fais. Et Alors c'est on a souvent un enjeu des multipotentialistes, c'est de ne pas tout le temps se fuir, en fait. Mmh. Alors, on a plein de remarques et merci à vous. Vous êtes nombreux cet après-midi. Donc, il y a Céline qui dit: «Ah génial, elle a créé une formation en coaching systémique. Nous aussi, à IR, on a développé et ça sera dans le master coaching pour se professionnaliser, une approche très systémique». Théo nous dit: «Alors, la synthèse de tous les potentiels dans un seul métier ne vient, t il pas avec une certaine maturité? Parce qu'au début, ça peut ressembler à l'éparpillement». Même au milieu, ça peut ressembler à l'éparpillement et peut-être même à la fin. Non, ça me fait beaucoup rire parce qu'effectivement, vu d'une personne qui a un seul métier et qui est plutôt linéaire, on a toujours l'air éparpillé. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même se l'avouer et je pense qu'il faut juste accepter ça, qu'on puisse avoir l'air éparpillé. Si dans votre tête et dans vos réalisations, il y a une cohérence entre le concret, les potentiels que vous exploitez, pour moi, il y a pas de sujet. Si vous êtes en équilibre avec vous-même entre vos potentiels, ce que vous faites concrètement, c'est OK. Par contre, là où il y a un problème, c'est quand il y a multipotentiel et il n'y a pas expression du potentiel. C'est-à-dire qu'il y a du potentiel, mais s'il n'est pas utilisé ou s'il ne se concrétise pas dans la matière, dans la réussite sous une forme ou une autre, hein, dans l'expression artistique ou dans son travail, peu importe, là, on a un décalage. Pour moi, ce qui est important, c'est d'exprimer son potentiel et d'être heureux avec les formes d'expression de son potentiel. Je voudrais partager aussi un autre élément, c'est se dire que ce n'est pas du faux self ou du manque d'authenticité d'avoir une stratégie de communication. Et il y a une distinction à faire pour le multipotentiel entre le premier contact avec l'autre, le prospect par exemple, et puis quand le contact se poursuit.
Et c'est choisir un métier, même à la limite au hasard, mais faire semblant au départ de vendre quelque chose de clair, focalisé sur un domaine, même si vous savez très bien que que vous pouvez faire plein d'autres choses, simplement pour assurer, notamment en France. Et après, quand vous avez noué le contact avec le prospect, que voilà, il se confie un peu plus, que vous pouvez parler de différents enjeux, vous pouvez petit à petit faire différentes interventions. Et que c'est totalement OK. Et ça, pour moi, ça fait partie du faux self aussi de notre époque, de se dire il faut absolument être authentique tout le temps. La vraie authenticité, c'est très paradoxal, c'est très complexe, c'est l'histoire de vrai self et de faux self, comme je l'écrivais dans la newsletter. La vraie, le trop d'authenticité peut être du faux self quelque part. La vraie authenticité, c'est pas être inadapté, c'est pas refuser les besoins psychiques de l'autre, parce que c'est un besoin psychique de tous les êtres humains de pouvoir cadrer l'autre, de pouvoir le cerner. C'est un juste équilibre entre être pleinement soi-même et en même temps être compris de l'autre. Et c'est la symbolique de respecter ses besoins psychiques que de commencer par dire des choses claires, dire que vous faites par exemple uniquement du conseil en organisation, vous déroulez une méthode, même si vous savez très bien que ce n'est pas ce que vous allez faire. Et après, quand vous poursuivez la relation, là, vous allez petit à petit pouvoir faire d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on peut vivre de sa multipotentialité aussi. Et après, avec la maturité, comme on le fait là aujourd'hui, mais après une certaine expérience, on peut se déclarer officiellement multipotentialiste. Ah, on est officiellement d'accord, OK. Je pensais qu'on était encore discret, mais ouais, c'est raté. Bon, alors du coup, Julien, merci, il nous dit, «On ne peut pas voir les dysfonctionnements lorsqu'on fait partie du système», donc je suis assez en phase, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors Aurélie nous parle du syndrome de l'imposteur qui Ah vient, oui, plaquer une absence de lisibilité en soi, de ce que l'on peut valoir ou représenter. Je sais que ça te tient à cœur ce thème. Est-ce que tu veux réagir à Aurélie? c'est extrêmement vaste. Le syndrome d'imposteur, c'est souvent relié au faux self, c'est-à-dire s'adapter pour être aimé. Et dans le faux self, il y a toujours se dire qu'on est moins valable que l'autre. Et même si pendant toute une carrière, vous avez des feedbacks très factuels, hein, qui vous disent que vous avez réussi les missions, mais juste 10 fois plus que les autres, vous n'allez pas les entendre. Parce qu'il y a ce rapport moins plus à l'autre, enfant soumis, parent, que vous maintenez en fait, parce que c'est quelque chose de connu qui vient de l'enfance, et on va avoir tendance à, pour se sentir en sécurité, à maintenir ce qui a été toujours connu. Et ça se travaille en prenant petit à petit contact avec soi-même. Là, c'est les mots qui me viennent. Peut-être que je dirais autre chose dans un autre contexte. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Mais la légitimité, c'est se connecter à son corps, à ses intuitions, à lâcher un petit peu le mental parfois, à lâcher le perfectionnisme. C'est souvent aussi une excuse pour se dire j'ai pas d'estime. Au fond, je vois très bien que les gens savent ce qu'ils valent, au fond. Dans le premier discours, il y a je me sens pas en estime, je me sens pas compétente ou compétent, mais au fond, ils savent très bien ce qu'ils valent. C'est comme, je le ressens souvent, comme une barrière de protection pour ne pas avancer, pour ne pas oser des choses qui les amèneraient peut-être à changer tout l'entourage. Ça peut arriver parfois, changer de pays, changer totalement de métier. Donc on va se protéger de sa surpuissance interne en mettant des frontières très strictes qui sont bien pratiques et qui sont le manque d'estime. Dans la continuité, il y a Sana qui nous dit: «Je suis multipotentielle et je suis terriblement mal jugée, par ma hiérarchie actuelle. Le contrat prend fin bientôt, heureusement. Elle a beaucoup souffert de la condescendance et elle n'est pas mise en valeur malgré des résultats excellents». Bien Est-ce que sûr, tu as envie de dire quelque chose à Sana? tout notre soutien et que c'est très fréquent, malheureusement, en France, mais comme ailleurs, hein, de ne pas être reconnu à sa juste valeur avec ce fonctionnement. Mmh. Et là, encore une fois, c'est pas possible pour tout le monde, j'en ai conscience. Ce qui peut être intéressant, c'est de trouver un contexte vraiment porteur. Et souvent, le contexte porteur, c'est aller 3 niveaux de poste au-dessus que ce que vous pensez valoir. C'est là souvent l'immense malentendu d'une partie des multipotentialistes, c'est vouloir viser trop bas. Et du coup, le même jeu du décalage va se répéter. Un jeu sécurisant, hein, ça permet d'être en échec et de se sécuriser dans l'échec. Mais parfois, c'est juste, quand bien sûr vous avez l'expérience qui le prouve, hein, et des feedbacks qui prouvent votre valeur, d'aller tenter des postes presque délirants, en vous disant pas de pression, je postule à côté à des postes un peu plus moyens, et voir ce que ça peut donner. Parce que là, vous êtes dans le bon milieu, et j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent, je ne pensais pas du tout être à ce niveau, je ne me sentais pas légitime, etc. Mais maintenant que je suis à ce niveau, c'est juste évident, ça fuse, il n'y a presque plus rien à faire parce que tout est fluide en fait.
Donc, c'est vraiment aller à son niveau. Et pour moi, ce en quoi ça fait écho, pour les gens que j'accompagne, c'est que parfois quand le multipotentiel brille plus ou a des résultats excellents, c'est très dérangeant pour le N+1 qui peut se poser la question: «Est-ce qu'il veut prendre ma place? À quoi il joue? Est-ce que?» Et du coup, ça crée de l'insécurité chez le N+1 et cette insécurité, et ben, du coup, se manifeste au quotidien avec pas de reconnaissance, au contraire, une mise, à l'écart ou quelque chose de l'ordre de l'hostilité qui se manifeste parce qu'on ne sait pas si, si cette fameuse personne ne veut pas briller ou avoir un poste plus supérieur à soi. Et donc, du coup, on peut se sentir en insécurité aussi. Donc, il faut regarder toutes les perspectives dans cette histoire parce que souvent, ça se joue des deux côtés. Alors, pas mal de remarques. Céline nous parle de l'éparpillement, c'est la créativité, la cohérence dans le pourquoi. Je dirais que pour moi, la créativité, c'est justement la joie de s'éparpiller, de connecter des trucs qui n'étaient pas prévus et de regarder ce que ça fait. Et c'est de l'exploration, c'est de la joie, c'est de la liberté, de penser hors du cadre habituel. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui nourrit ou qui fait du bien au multipotentiel parce que c'est comme laisser son cerveau, explorer ce qu'il a envie d'explorer. Donc je vous invite tous à croiser, à multiplier, à ouvrir votre créativité, ça fait tellement du bien. Mais je pense que tout le monde a besoin de laisser explorer sa créativité. Théo a une remarque pour toi. Mathieu, peux-tu juste rappeler les différences et les convergences entre multipotentialiste et HPI? Alors, le HPI, officiellement, il a un QI global supérieur à 132 au bilan psychologique WAIS. Ça, c'est la définition officielle. Il y a beaucoup de débats sur ce qui est vraiment le haut potentiel actuellement. Mais je dirais que la définition officielle, c'est juste ça pour le haut potentiel, un QI supérieur à 132, alors que le multipotentialiste, c'est un sentiment d'appartenance à ces personnes qui ont besoin de variété, qui ont besoin de tout connecter, qui créent à l'intersection de plusieurs domaines. Ça, c'est ce qui est officiel. Après, mon expérience biaisée, bien sûr, c'est qu'en réalité, c'est presque la même chose. Dans ce que je ressens en séance, j'ai beaucoup de difficultés, j'avoue, à distinguer la multipotentialité du haut potentiel. C'est deux choses souvent très intriquées. Mmh, merci de Mais te officiellement, il faut bien dire que c'est différent, parce qu'on est biaisé dans les clients qu'on reçoit. merci de cet éclairage. Julien, réagit à la position de vie, moins plus, entre l'enfant suradapté et beaucoup de personnes ont besoin re de se reconnaître et de s'estimer. Du coup, je pense que je fais écho, aux propos que tu as tenus tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux rebondir? Là, je n'ai pas de rebond particulier qui me viennent, mais merci pour ce commentaire. Bon, du coup, par rapport à tout ça, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette question: comment, hem, réussir à exprimer sa multipotentialité? Peut-être qu'on pourrait finir là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses? Mais si vous avez des commentaires aussi, vous pouvez me parler de ça. Comment vous faites pour vous qui exprimez votre multipotentialité? Et je pense que c'est ça la clé, comment on libère et on a tous des potentiels multiples dès qu'ils étaient enfouis. Comment on fait, pour les libérer à ton avis? La première chose qui me vient, c'est avoir conscience de la valeur de cette multipotentialité Mmh. et avoir conscience que c'est important de relier le ciel et la terre, qu'on est sur cette terre à un niveau symbolique. L'apaisement, c'est aussi la mort, hein. Beaucoup de personnes ont l'objectif d'être apaisées, sont hyper ciel, en fait. Et ça, on a une éternité après la mort, en fait, pour avoir cet apaisement et cette connexion au spirituel. Ce qui est intéressant quand on est en vie, après, chacun a ses théories sur ce qui se passe après la mort, hein, mais ce qui est intéressant quand on est en vie, c'est qu'on va dans la terre du réel, on fait du concret. Et faire du concret, c'est relier les idées à faire des propositions commerciales très propres, à être corporate, et à avoir conscience de la valeur en termes d'argent que va avoir cette multipotentialité. Et donc, il y a un rapport à l'argent qui est très important à travailler, notamment pour les femmes multipotentialistes par expérience, et comprendre que cet argent a un sens, que ce n'est pas le monde d'avant, que ça a du sens, d'ancrer dans le réel, en quelque sorte, de donner de la valeur dans le réel à cette multipotentialité qui est absolument stratégique pour les entreprises. Donc, une des clés pour vivre de la multipotentialité, c'est d'assumer d'avoir une vraie stratégie marketing, et ce n'est pas un gros mot, une vraie stratégie marketing de sa propre multipotentialité, en étant stratège, c'est-à-dire en commençant par quelque chose de clair qui va être aligné avec votre expérience précédente
et aligné avec ce que vous estimez comme besoin client, en fait, faire une vraie stratégie d'entreprise. Et puis après, vous allez ajuster au fur et à mesure. Et c'est ça qui me semble très important. C'est là ce qui me vient, je dirais peut-être autre chose à une autre intervention. C'est vraiment connecter, comprendre le sens que ça a de connecter le ciel et la terre. C'est drôle parce qu'on ne s'est pas concerté là-dessus avec Mathieu, mais j'ai fait ce dessin ce matin, donc du coup, je vais vous le partager. J'ai dessiné ça. Normalement, vous devez pouvoir le voir. Tu le vois, Mathieu? Très bien. Heu, Rêver et se réaliser. Peut-être, finalement, ce serait ça mon mot de conclusion à moi. Il y a la réalité, on peut se croire coincé dans une réalité avec des petits escaliers où on est obligé d'aller au travail, où on se sent obligé de monter marche à marche et il y a le rêve où tout est possible, où je peux décrocher la lune juste en tendant un petit fil et pour moi, pour se réaliser pleinement, il faut être capable de rêver, ce qu'on a envie de réaliser et ensuite de redescendre sur terre et de se dire: «Quelles étapes, quelles marches, où est-ce que je vais? De quoi j'ai envie? Et comment je vais le faire?» parce que, c'est connecté à quelque chose qui me tient à cœur ou quelque chose qui me booste, qui me donne de l'énergie et j'ai l'impression que je fonctionne assez comme ça. Je rêve beaucoup et après je me demande comment je vais réaliser ça et Mathieu m'aide aussi beaucoup dans ça puisque, il m'a aidé à rêver l'école et à la réaliser maintenant. Mais du coup, pour moi, c'est une alternance entre le ciel et la terre, exactement comme tu viens de le dire. C'est ça qui permet, d'explorer sa multipotentialité. Voilà mon partage du soir, du midi d'ailleurs. Ouais, je suis complètement décalée. C'est ça, je rêve le soir déjà, bon, parce que j'ai trop chaud, je pense. La connexion future, on C'est y ça. est. Là, c'est si on pouvait être le soir avec une petite brise fraîche, là, ça me dirait bien. Et du coup, je regarde les commentaires. Marie-André nous dit: «Très intéressant le contenu de l'intervention Merci beaucoup. et les prestations que nous offrons». C'est vrai que nous sommes coachs, donc on accompagne des gens à rêver et à se réaliser, mais aussi on est formateur et à IR, on se dit qu'on n'est pas assez nombreux à accompagner les vraies transformations et à permettre, de libérer le plein potentiel, heu, de nombreuses personnes. Donc on doit être nombreux à être des coachs avec cette vision humaniste et ouverte pour accompagner l'expression du plein potentiel de chacun. Plein d'autres commentaires. Il y a Céline qui parle de sortir de l'emprise pour que ça Tout à puisse fait. exploser, Totalement lié à vivre de sa hem multipotentialité, évidemment. Mmh. et que tout se passe dans l'imaginaire. Alors, je dirais attention, attention, quand tout se passe dans l'imaginaire, j'ai aussi pas mal de HP qui ont beaucoup d'imagination et du coup, qui concrétisent moins. C'est là où on peut retrouver le perfectionnisme, la procrastination. Donc là, ça peut être lié à plein de choses, comme l'a dit tout justement Mathieu tout à l'heure sur les problèmes psychologiques, on va dire ça comme ça, hein, les failles non réparées, qui fait que parfois on passe pas à l'action. On rêve de belles choses, mais si on ne transforme pas son potentiel et si on ne l'exprime pas, pour moi, on n'est pas multipotentialiste. Pour moi, le multipotentialiste, c'est celui qui apprend à découvrir ses potentiels, les utilise à son service, au service de l'humanité, de qui vous voulez. Mais il y a derrière ça une réalisation. Et un très joli mot de Théo pour conclure, danser avec les polarités. Ah oui, Effectivement. magnifique, très belle métaphore. Mmh. Ouais, dansons avec les polarités et on vous souhaite d'utiliser cet équilibre et cette danse des polarités pour vous réaliser pleinement. Mmh. Belle journée, belle danse, à bientôt. À bientôt, très belle journée.